Bon, on va présenter nos panélistes en commençant par votre gauche, le premier, Justin Larouche, un nom probablement qui vient du Saguenay, qui a fait carrière dans toutes sortes d'instruments de précision, mais je pense qu'il a 15 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture de précision, puis il a une bonne connaissance de ce qui se passe en Amérique puis en Europe. Donc, parle-nous un petit peu de ton expertise dans ce domaine-là ou ce que tu as fait. Bonjour, bon matin tout le monde. Est-ce qu'on m'entend correctement? Ben oui, on peut parler d'agriculture de précision puisque c'est quelque chose qui, au début, suscitait peut-être curiosité pour certains, puis pour d'autres, c'était comme l'arme du salut. Les plus optimistes, finalement, avaient quand même assez raison, à savoir que oui, c'est quelque chose qui n'était pas rien qu'une mode, qui a tenu le coup, puis qui, au cours des années, là, a évolué énormément. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire que ça fait partie des pratiques courantes de bien des agriculteurs, puis que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Australie même, surprenant, l'Australie où ce qu'on fait de la céréale, puis que les sécheresses ont affecté énormément les cultures pendant de nombreuses années, ben eux ne peuvent quasiment pas, à plus de 75 d'utilisateurs d'agriculture de précision, et en sont venus au constat que finalement, ils ne pouvaient pas produire sans agriculture de précision. Puis on pourra en parler plus tout à l'heure, bien entendu. Le deuxième panéliste, Alain Brassard, un autre gars du Lac-Saint-Jean. Probablement qu'il y a une université dans le domaine de la précision au Lac-Saint-Jean. Travaille pour la coopérative fédérée. Dans ce domaine-là, tu es au niveau du développement. Qu'est-ce que tu fais au juste? C'est ça, je travaille pour la coop fédérée depuis maintenant 14 ans au niveau de l'agriculture de précision. Je m'occupe de tout le développement, la recherche, la veille technologique, aussi instaurer toutes les nouvelles technologies au niveau des coopératives pour l'ensemble du Québec. Ensuite, Sylvain Payan, il y a un nom prédestiné, Payan, qui travaille chez Pionnier depuis un bout de temps. Normalement, il est au niveau du conseil pour les hybrides, mais ce matin, il va nous parler de l'agriculture de précision. Et puis Pionnier, je pense, est en train de développer des produits pour aider les agriculteurs à mieux utiliser les données. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je travaille pour Pionnier depuis 16 ans. La raison de ma présence, c'est que c'est clair que tous les outils qui vont servir à mieux juger au niveau des hybrides, au niveau des coûts des intrants. L'agriculture de précision, c'est un outil qui est quasi indispensable maintenant, qui remplace les pesées qu'on faisait au champ traditionnellement de plus en plus. C'est un outil de plus, ça aide énormément à faire les bons choix au niveau des hybrides, au niveau des coûts des intrants. Puis finalement, Danny Messier, qui est agriculteur, puis c'est probablement un des plus avancés, sinon le plus avancé dans l'agriculture de précision au Québec. La dimension de ton entreprise, puis je pense que tu fais du travail à forfait aussi. Oui. Moi, je suis de la région ici. Je demeure à Saint-Pie. On est dans la grande culture. Avec notre forfait, on ensemence dans les alentours de 3000 acres. On récolte dans les alentours de 5000 acres avec le battage à forfait. Puis je fais de la pulvérisation en forfait. L'an passé, un 17 000 acres. Je me suis intéressé à l'agriculture de précision au début par curiosité. Je trouvais ça intéressant. Puis j'ai appris à travailler avec. Puis j'ai vu des résultats. C'est pour ça que j'ai continué là-dedans. Justin, on va te demander de démêler tout ça, là, parce que souvent, les gens arrivent avec plusieurs termes puis mêlent tout ça. Là. Les termes en agriculture de précision, on parle de taux variable, de guidage automatique, de capteur de rendement. Puis ils ont l'air à mettre ça tout dans la même sauce. Il faudra dire qui fait quoi, là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont du guidage automatique. Très peu qui font de l'agriculture à taux variable. Oui. Dans le fond, c'est un bon point, Simon, ce que tu apportes là, à savoir que on parle d'agriculture de précision, ou on va même dire j'ai un GPS, comme j'en ai un GPS dans mon auto. Mais dans le fond, le GPS, c'est un récepteur de signal satellite qui permet de positionner un véhicule, un chasseur, un pêcheur ou un tracteur. Puis à partir du GPS, qui peut être peu dispendieux pour les applications plus de loisirs ou très dispendieux, plus performant pour les applications plus intenses, c'est de là que commencent toutes les possibilités d'agriculture de précision. Fait que les premiers produits d'agriculture de précision sont les capteurs de rendement qui sont apparus autour des années 90, qui permettent, dans le fond, sur une moissonneuse, qui est équipée d'une moissonneuse-batteuse de différents capteurs pour mesurer en temps réel et produire de la cartographie
de rendement. Un petit peu comme le détecteur de mensonges ou la balance dont Sylvain parlait tout à l'heure. En ce moment, on peut mesurer les résultats. Donc, le capteur de rendement est un élément important. Après ça, les systèmes de taux variables, essentiellement, c'est de l'électronique qu'on va installer soit sur un semoir, un planteur, un fertiliseur, un applicateur d'herbicide, pour être capable de contrôler la dose, changer la dose en fonction des besoins qui peuvent venir de recommandations ou d'observations de l'agriculteur. Donc, le taux variable. Et l'autre produit dont tu as fait mention, Simon, c'est le guidage par GPS. On a des systèmes qui permettent à l'agriculteur d'avoir un aide à remplacer le marqueur à mousse ou d'autres moyens de marqueurs mécaniques, comme les marqueurs mécaniques sur les planteurs. Donc, des assistances de guidage ou carrément l'autopilotage qui permettent de prendre la conduite du tracteur automatique là, de façon très performante là, si on a un système GPS RTK. Les derniers qui sont apparus depuis 2 ans, on va ajouter là, dans le langage d'autres produits comme les systèmes de coupure de tronçons ou de coupure de sections de planteurs pour arriver en fonction de la largeur de travail et du bout du champ, éviter qu'il y ait du recouvrement inutile dans les bouts de champ ou dans les zones qui sont irrégulières dans le champ. Puis le dernier terme qu'on entend parler de temps à autre aussi, c'est la notion de cartographie par GPS, qui permettent, à partir d'outils ou de mesures d'échantillonnage cartographiés par GPS, de produire une carte qui nous montre le profil de texture, d'éléments fertilisants ou de topographie de notre champ. Puis on peut utiliser d'autres capteurs même comme le VIRIS. À ce moment-là, c'est tous des ensembles d'outils qui servent à cartographier. Puis ça se regroupe tout dans ce même ensemble. C'est l'essentiel, je pense, du vocabulaire utilisé dans le milieu. Pour donner une idée, là, je ne suis pas exactement à l'ordre, ça ne vous dérangera pas. Pour donner une idée, c'est quoi la cartographie, là? Je pense que Danny meurt d'envie de nous montrer ce qu'il a fait chez lui depuis un petit bout de temps. T'es dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Tu recules, là. Avant, Tu on va avancer. faut que tu avances. Tu vas aller directement. Continue. OK, OK. celle-là. Bon, ben moi, vous parlez de ça, vous lancez des chiffres en l'air, je trouvais ça... je voulais plus voir visuel, on va passer vite les premières cartes. Moi, je vais vous expliquer la première un peu. J'ai basé toutes mes années sur la même échelle. Le vert qui est de 12 900 kg à l'hectare, 5,2 tonnes à l'acre. Bon, non, ça va bien, là, c'est des couleurs assez diverses. Au milieu, c'est l'orange puis le jaune qui se situent dans la variation au centre, la moyenne. Puis le rouge qui est en bas de 8 500 kg à l'hectare ou 3,4 tonnes à l'acre. C'est qu'on va passer très vite pour les quelques premières cartes, 2003 aussi. T'sais, quelques variances dans le champ, mais d'année en année, ma moyenne qui n'a jamais dépassé, comme 2002 était de 10 500 kg à l'hectare. 2003, 11 100. 2004, j'avais 11 100 encore. C'est que c'était quand même des moyennes qui étaient quand même très bonnes pour ce champ-là. 11 500 pour 2005. 2006, qui avait été moins bonne avec une moins bonne levée au printemps, j'avais fini avec 9 800. À partir de là, j'avais déjà 5 bonnes années de rendement sur le maïs. J'ai commencé à penser à pouvoir tirer des cartes, pouvoir faire quelque chose à partir de ça. C'est que l'année suivante, je l'ai semé en soya pour pouvoir faire les travaux que je voulais faire sur ce champ-là. C'est que j'ai eu une récolte de soya qui est la suivante, qui est quand même pas pire, qu'on voit encore les zones importantes de variance. Puis dans ce cas-là, qui ne m'a pas servi beaucoup pour faire mon potentiel de rendement. Ensuite, avec mes 5 années de rendement, j'ai travaillé avec Alain Brasseur, qu'on a fait une carte de potentiel de rendement. Ça nous a donné des zones. En haut de la moyenne, ça valait 1 dans la carte, puis en bas de la moyenne, ça valait 0. C'est qu'on a fait ça pour chaque zone du champ. Il les a accumulés une par-dessus l'autre. Ça a donné des chiffres de 1 à 5. Comme on peut voir, il n'y a aucune place que c'était à 5 années sur 5 que c'était le meilleur rendement. C'est que j'ai des zones qui vont varier entre 3 et 4 années où ce que j'ai les meilleurs rendements. C'est que ça définit des zones avec un potentiel plus élevé. À partir de là, j'ai fait mon niveau.